Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre Inside the Doc. Inside the Doc, vous le savez, c'est un moment de partage privilégié avec un des réalisateurs des films qui sont présentés au FIFO. Alors aujourd'hui, on reçoit Éric Baudussel qui a réalisé le film Les Voix du Caillou. Les Voix du Caillou qui est donc présenté hors compétition au festival. Alors c'est un documentaire sur les modèles de développement qui s'offrent à la Nouvelle-Calédonie, les Voix du Caillou donc, et c'est un documentaire qui est tout en rencontre et tout en personnage. Alors Éric, je crois que vous avez filmé ce documentaire il y a quelques années. Est-ce que à ce moment-là déjà vous sentiez un bouillonnement en Calédonie autour de ces questions de nouvelles voies de développement et d'alternatives au nickel finalement? Oui, je pense que ça commençait clairement à bouger. En plus, c'est le propre aussi des îles, c'est qu'en gros, ça va quand même assez vite quand ça commence. Et moi, je le sentais parce que ça fait quand même le FIFO 2021. Pour moi, c'est exactement il y a 30 ans, je posais les pieds pour la première fois en Calédonie. Donc, ça fait une belle boucle. Et donc, j'ai vu en fait la Calédonie, moi, à fur et à mesure que je revenais faire des films, j'en ai fait 10 en tout sur le Caillou, et c'est passé sur 30 ans. Donc, en fait, ça me permettait à chaque fois de voir aussi comment évoluait l'archipel. Et effectivement, l'année où j'ai tourné, donc c'était il y a 3 ans, on sentait clairement qu'il y avait des choses qui commençaient à se dessiner, entre autres dans le développement durable. Il y a plusieurs choses qui commençaient à se dessiner et ça correspondait quand même beaucoup, c'est pour ça que le film commence là-dessus, avec la crise du nickel. Donc en fait, avec l'idée que le nickel ne suffirait plus, en tout cas, à être la seule alternative au développement du pays. Alors, je crois que parmi les nombreux films que vous avez tournés sur le Caillou, justement, il y avait sur les terres du Roanic qui s'intéressait, qui faisait vraiment un focus sur l'industrie du nickel. Est-ce que finalement, les Voix du Caillou, ça permet de compléter le propos sur les terres du Roanic? Ça a clairement été pensé comme ça, hein, puisque en gros, moi, quand j'ai plongé dans l'univers du nickel, c'était d'abord pour comprendre la relation des Calédoniens avec le nickel, qui était extrêmement fort, extrêmement ancien. Mais en même temps, moi, j'avais commencé à sentir, en discutant avec les gens du nickel, que c'était quand même quelque chose qui était fragile, plus fragile qu'on le pensait. Et qu'en gros, si on commençait pas à réfléchir, ou en tout cas si les Calédoniens commençaient pas à réfléchir à d'autres solutions, à d'autres manières de se développer, ça leur arriverait sans qu'ils aient pris enfin, du moins de manière forcée, quoi. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller voir où ça en est. Le Roanic, c'était 2 ans avant que je tourne Les Voix du Caillou. Donc je trouvais intéressant en fait de prolonger un documentaire qui était essentiellement sur le nickel par quelque chose qui allait plus à la rencontre. Alors cette fois, c'est plus effectivement, comme vous disiez, une série de rencontres un peu partout et dans tous les domaines, parce que l'idée c'était un peu de traverser tous les domaines à la fois les nouvelles technologies, le développement durable, la nature, l'environnement, et de se faire comme ça une espèce d'instantané des réflexions qui sont en cours en Calédonie. Alors, le documentaire nous amène donc dans le sud de la Grande Terre, dans le nord, dans les îles Loyauté, et on rencontre beaucoup de personnages qui parfois sont pour tous des passionnés, mais des fois des petits producteurs, un petit producteur de miel, d'autres qui sont des personnages un petit peu plus importants. Comment vous avez découvert toutes ces personnes, et comment vous avez fait le lien au fur et à mesure de vos recherches? Ça a été un mélange entre deux choses. C'est que c'était la première fois que cette fois je travaillais avec une journaliste locale, donc Nathalie Darico. Donc on a coécrit le film. D'habitude, en général, je le fais. Enfin, je connais suffisamment la Calédonie maintenant pour travailler seul. Mais là, je pense que pour aller plus loin dans la recherche de personnages, j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un sur place qui avait peut-être aussi d'autres idées. Puisque moi, je travaille souvent avec ce que j'ai déjà découvert. En fait, c'est que chaque documentaire m'amène le suivant, très souvent. Mais peut-être qu'il y a des voies que je ne vais pas aller forcément chercher et qu'un journaliste qui vit là-bas va forcément peut-être aller voir à ma place. Et donc, on a fait beaucoup d'échanges, alors évidemment à distance, hein, et je donnais des pistes, en fait. Et puis ensuite, elle allait chercher. On a éliminé progressivement des choses, hein. Il y a des choses même que j'ai tournées, que je n'ai pas pu mettre dans le film, qui étaient encore d'autres directions. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé, en fait. On a travaillé en espèce de binôme avec des espèces de... Ça a duré plusieurs mois avant que j'aille tourner.
Et alors, ça donne une collection de portraits et de personnages qui est très riche finalement, hein. Alors, on va de producteurs agricoles, il y a un chef cuisinier, des spécialistes de l'énergie, du tourisme. Est-ce que finalement, ces personnes-là, elles présentent vraiment des alternatives au nickel comme voie de développement? Est-ce que ce qu'elles font, ça peut être... le propos, c'était de trouver des secteurs porteurs économiquement, ou alors c'était de trouver plus généralement une parole sur l'avenir du caillou? Bah là, c'était un peu un mélange des deux, mais parce que clairement, on peut pas encore dire que ce qu'on présente dans les voies du caillou, c'est l'alternative au nickel et que ça va remplacer le nickel. Ça serait, je pense, un peu naïf de penser ça. C'est quelque chose qui va venir en plus, mais c'est quelque chose en tout cas qui va donner une identité supplémentaire à la Calédonie et surtout qui va l'ancrer dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'on peut pas rester pendant. Ça fait plus d'un siècle qu'ils sont avec le nickel. Mais je pense qu'à un moment, effectivement, il faut s'ouvrir sur le monde, il faut aller vers des réalités du monde d'aujourd'hui qui ne sont pas que le nickel. Et puis surtout, même pour les générations d'après, je pense que c'est aussi important d'aller vers plus d'environnement, plus d'énergie, de développement durable, plus de choses qui sont en lien avec le monde qu'on va leur donner dans 20 ans, quoi. Donc, pour moi, c'était un peu faire le lien entre les deux. Mais ce n'était pas forcément de dire... stop au nickel et maintenant on va être uniquement avec les plantes et le tourisme, quoi. Ça serait irréaliste parce que pour l'instant on en est vraiment que, pour moi, c'est le début, quoi. Alors finalement, pour quelqu'un qui connaît un peu la Calédonie, ça donne matière à réflexion. C'était peut-être ça aussi, c'est donner de la matière pour réfléchir. Et puis pour ceux qui connaissent moins la Calédonie, peut-être que ça fait un portrait qui est un petit peu décalé, tout en anecdote. On peut par plein de petits focus, on finit par comprendre un petit peu le pays. C'est ça les deux publics que vous vouliez toucher? Oui, c'est un peu. Alors, c'est d'une part effectivement donner peut-être une autre image de ce qu'on peut imaginer tout de suite quand on connaît pas la Calédonie. C'est-à-dire le côté carte postale, quoi. Ou le côté justement nickel, parce que c'est effectivement quelque chose dont on parle tout de suite dès qu'on parle de la Calédonie. Et en même temps, effectivement, c'est par rapport à d'autres films que j'ai faits où la plupart du temps je suivais peu de personnages, mais on allait beaucoup plus loin avec eux, ou alors c'était une grosse aventure archéologie sur un lieu précis ou des choses comme ça. Là, je me suis beaucoup plus éparpillé, mais c'était dans l'idée justement de dresser quelque chose de beaucoup plus large de la Calédonie et effectivement, à la fois pour ceux qui connaissent la Calédonie, leur donner des pistes peut-être qu'ils n'ont pas vues alors qu'ils habitent là, parce que souvent quand on n'est pas loin, quand on est proche d'un lieu, on n'a pas forcément le recul suffisant en tout cas pour voir ce qui se passe devant nos yeux. Donc c'était un peu ça, et en même temps, effectivement, montrer une autre image de la Calédonie un peu différente de ce qu'on peut imaginer, quoi. Et une autre image, c'est vrai qu'il y a quelque chose où on n'est pas forcément habitué. Quand on voit un documentaire sur la Calédonie, il y a toujours un moment, voire un gros moment, où on va parler des antagonismes entre communautés, les Caldoches, les Kanaks, les Javanais. Ce qui apparaît pas dans votre film, moi je trouve, enfin, ou ce qui apparaît peu, en tout cas, c'est pas le propos. Ce que je trouve ça plutôt rare finalement dans le documentaire sur la Calédonie. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait de pas forcément faire porter le documentaire là-dessus? Ben pour moi, oui, je dirais que c'était pas le lieu, c'était pas le propos, quoi. C'était pas le moment. Ce film-là, il se voulait plutôt positif, plutôt optimiste, et il n'était pas, en tout cas, sur des réalités de discordance ou de choses qui sont encore à régler, hein, et qui se règlent progressivement, mais en tout cas, qui sont compliquées, qui sont plus politiques, qui sont plus... Là, mon idée, c'était vraiment de travailler un peu comme je l'aurais fait dans n'importe quel pays. C'est-à-dire, si je venais en France, je ne m'amuserais pas, parce que je veux parler de développement durable, d'énergie, de tourisme, une chose comme ça, d'opposer les Bretons avec les Alsaciens et le sud de la France et les Marseillais avec Paris et machin. Je ferais en fonction de chaque personne et de la façon dont elle amène quelque chose de nouveau. Et là, moi, ce qui me plaisait, c'était ça, c'était de rebondir sur des réalités plutôt c'est sur le contenu, quoi. En gros, c'est un agriculteur qui fait telle chose, qu'il soit kanak ou qu'il soit caldoche, c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse. À la limite, ça peut être marrant, effectivement, le côté celui que j'ai suivi dans le sud qui fait de l'igname. Bon, bah effectivement, c'est un blanc, c'est pas un kanak, c'est même pas un caldoche, c'est quelqu'un qui est arrivé là il y a 20 ans
Et donc, c'est intéressant que ce soit quelqu'un comme ça qui soit en train de faire ça, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est vraiment et le cuisinier que j'ai suivi, qui est très intéressant et qui habite depuis très longtemps là, il est d'origine polynésienne, arrivé il y a 20 ans en Calédonie. Donc en fait, il y a un mélange de gens qui sont vraiment depuis plusieurs générations là, et puis d'autres qui sont arrivés et qui ont enrichi, comme Enfin, de toute façon, la Calédonie, c'est vraiment un melting pot de gens qui sont venus de tous les horizons et qui enrichissent le pays progressivement. Et donc, dans le film, on retrouve la même chose, sans s'apesantir sur des relations ancestrales. Et ça donne un peu une impression de dynamisme. Il y a des gens qui viennent ou qui sont déjà là et qui ont des idées, qui les développent, qui vont un peu au bout de leur passion. Est-ce que c'est peut-être des fois une image qu'on oublie un peu sur la Calédonie, mais plus généralement sur les pays insulaires ou l'outre-mer, on ne parle pas beaucoup de ce dynamisme-là. Il est parfois un peu mis de côté, quoi. Oui, puis il y a quand même on est quand même dans on est très centralisé quand même dans la façon de représenter l'outre-mer. Hein. Clairement, c'est souvent le regard que la métropole a sur l'outre-mer. Et en plus, avec la distance, fait que effectivement le Pacifique, c'est quelque chose de très très loin pour la métropole. Et donc, effectivement, très souvent, en fait, on a une vision qui est souvent un peu déformée, qui est peut-être un peu, on va peut-être pas dans le fond de tout ça, on reste un peu sur la surface, moi je trouve. Alors bon, c'est facile de le dire quand moi ça fait, voilà, j'y vais souvent et je suis vraiment, c'est devenu une passion la Calédonie. Alors bon, ça fait 3 ans, c'est trop long pour ne pas y être retourné depuis si longtemps. Et là, bon, voilà, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué d'y retourner. Mais moi, c'est ça que j'ai adoré de la Calédonie depuis 30 ans. C'est cette façon qu'elle a d'utiliser son histoire, son énergie, ses différentes identités culturelles pour en faire quelque chose d'unique et pour avancer. Donc du coup, c'était les Voix du Caillou, c'est un peu dire, bah voilà, elle est aussi dans le monde moderne, elle est aussi en train de se tourner vers des choses que d'autres font ailleurs, mais c'est pas spécifique à la Calédonie. Mais sauf qu'elle elle utilise aussi des petites spécificités, comme voilà l'histoire de la vanille. Où bah, effectivement, dès qu'on parle vanille, on parle Madagascar ou la Réunion. Et puis là, bah, ce cultivateur de vanille, bah, son but, c'est vraiment d'en faire quelque chose d'un niveau d'excellence qui fasse voilà, que quand on parle de la vanille dans 10 ans, on puisse dire bah, la meilleure, c'est pas que la Réunion, c'est aussi celle de la Réunion, celle de la Calédonie, quoi. Donc il y a ce côté-là aussi que j'aime bien, moi, c'est trouver des gens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font et qui le font en Calédonie en essayant d'apporter quelque chose en plus. Alors, dans ce documentaire sur la forme, ce qui est marquant aussi, c'est finalement il y a assez peu de narration. Il y en a bien sûr, mais on laisse énormément de place aux voix. C'est peut-être ça aussi, les voix du Caillou, aux voix des personnages qui sont présentés, et qui sont illustrés bien sûr. Est-ce que ça c'est pas aussi c'est un peu l'attitude qu'on prend quand on découvre la Calédonie. Moi, c'était mon cas la première fois que j'ai découvert. On peut que avoir une espèce d'attitude assez humble et se poser et écouter. C'est ça que moi j'ai ressenti dans votre documentaire. Est-ce que c'est comme ça que vous l'aviez pris au moment de la réalisation? Bah, c'est de me dire, je suis pas, c'est pas moi qui porte la parole. En fait, ce film-là, finalement, c'était de tricoter ce que les gens m'ont dit et pas moi de donner mon point de vue à tout prix. Alors, il l'est un peu évidemment en filigrane, hein, et puis dans ma façon de gérer les personnages, forcément, je raconte quelque chose. Mais mon but était surtout de donner la parole aux Calédoniens et pas moi d'en faire un point de vue et puis de dire à leur place, en tout cas, les choses qui me semblaient importantes. Donc, c'est pour ça, effectivement, que j'ai beaucoup donné la parole et puis j'avais la chance de pouvoir le faire parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Il y a quand même beaucoup de moments dans le documentaire où on n'a pas le choix et où on nous fait tailler beaucoup dans les interviews parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps, parce qu'il faut de l'action, parce que voilà. Là, j'ai eu la liberté, voilà, en tout cas, de laisser les gens parler. Donc, du coup, j'en ai profité. Et pour illustrer ces paroles, justement, il y a des très belles images et beaucoup de vues aériennes, de certaines qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Est-ce que c'est vous qui a fait toutes ces captations? Il y a énormément de vues, de mines, de villes, de brousses. Oui, de drones. Ouais. J'avais 2 dronistes différents parce qu'en fait, on a fait vraiment une session de tournage spécifique aux Voix du Caillou.
Et puis j'avais aussi tourné un peu dans un autre documentaire qui s'appelait Les secrets de Deva, sur la zone de Deva, là où j'avais fait beaucoup de drones aussi. Donc en fait, c'est deux dronistes avec qui je bosse très souvent et depuis très longtemps, hein. Ça fait presque 20 ans que je les connais, qui sont tous les deux calédoniens. Enfin, il y en a un qui est parti maintenant de Calédonie. Et la Calédonie vue du ciel, c'est toujours très beau, hein. Ça, il n'y a pas de... Franchement, oui, voilà, je pense qu'on se régale. Dès qu'on envoie un drone, on a l'impression de voir une carte postale. Donc oui, non, j'ai vraiment j'ai pris du plaisir et puis c'était aussi une manière de composer un peu le film cette fois, c'est-à-dire d'être aussi pas mal au-dessus. Ouais. Alors, vous avez parlé du domaine de Deva, où il y a un projet de développement touristique important depuis plusieurs années. Et justement, le tourisme qui fait partie finalement des voies que vous présentez dans ce documentaire, le tourisme, donc c'est un secteur qui parle beaucoup ici en Polynésie. Est-ce que ça, le modèle polynésien, si tant est qu'il y a un modèle polynésien, et qui a montré ses limites aussi ces dernières années, est-ce que ça, c'est une des voies de développement possibles dans une Calédonie avec 100 ou avec moins d'industrie du nickel? J'ai l'impression, alors je pense que c'est quand même pour l'instant, même si bon, il donnait des chiffres en disant que le tourisme pouvait être presque en deuxième position après le nickel, mais il est très loin derrière quand même, hein. Donc avant que ça remplace le nickel, je pense qu'on en est très loin. Après, voilà, la difficulté dans la Calédonie, c'est d'arriver à se positionner dans son tourisme, c'est-à-dire il y a certainement des pistes de développement durable qui vont très bien à la Calédonie, mais qui sont quand même, voilà, pour aller en Calédonie, ça nécessite ça nécessite des moyens, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même un pays qui est loin, qui coûte cher, hein, avec le fait qu'il y ait qu'il y ait pas de compagnies différentes, pas plusieurs compagnies, du coup, ça devient quelque chose de très onéreux. Donc en fait, c'est quand même un tourisme de luxe. Et donc il y a soit le développement durable qui est finalement quelque chose qui est une voie en tout cas pour la Calédonie, soit c'est ce qu'ils ont un petit peu, c'est-à-dire les gros bateaux, les gros ferries qui arrivent et qui sont eux des ferries de la zone, c'est-à-dire de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et qui leur fait peur en même temps qu'ils les attirent, parce qu'en fait on voit arriver 2000 personnes ou 3000 personnes d'un seul coup. Potentiellement, on se dit que ça va être une manne, et en fait, c'est pas la réalité. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui peut abîmer les endroits, donc, ils sont dans cette espèce de balance entre deux choses. Et je pense que pour l'instant, ils n'ont pas encore complètement trouvé leur voie. Mais oui, forcément, le tourisme en fait partie, mais simplement, c'est un tourisme qui, pour l'instant, reste quand même hors de portée de plein de gens. En tout cas, il y a des réflexions, et c'est des réflexions qui sont importantes pour l'avenir de ce pays. Depuis que vous avez tourné, il y a eu 2 référendums finalement. Il y en a un troisième qui se prépare. Et je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, vous venez de dire que vous n'avez pas pu vous rendre en Calédonie ces dernières années, mais est-ce que vous avez suivi, je suppose, un petit peu à distance ces débats autour des référendums? Est-ce que vous avez l'impression que les thèmes que vous abordez, à savoir quel développement futur, quel modèle, ils ont été mis en avant dans le débat politique et dans le débat citoyen lors de ces échéances, lors des 2 référendums? Alors, je pourrais pas être aussi précis que ça parce que j'ai pas. Effectivement, j'ai suivi le référendum, mais quand même de très loin. Bon, alors à travers certains amis que j'ai là-bas et choses comme ça, mais ça serait mentir de dire que j'ai été creusé pour voir s'ils abordaient les thèmes que j'ai traités dans mon film. Donc ouais, ça serait un peu dangereux et présomptueux de répondre à ça alors que je maîtrise pas la totalité de ce qui a été dit pendant ces débats-là. J'étais en plus dans autre chose au moment où ça s'est passé. Donc j'ai suivi, mais de très loin, quoi. Le fait est que l'actualité de ces dernières années, voire de ces dernières semaines, donne un petit peu de corps aux propos, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a aussi toute ce débat intense et assez tendu autour de l'usine du Sud, que je crois que vous filmez d'ailleurs au film à un moment, qui a donné lieu à des tensions. Voilà, en fait, plus que jamais en Calédonie, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire de cette industrie, hein. Ah, mais c'est sûr, le nickel, ça reste vraiment quelque chose qui est central dans la vie des Calédoniens, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, et ça revient régulièrement. Donc, ça montre aussi qu'effectivement, il y a 3 ans, quand je l'ai fait, il parlait vraiment de crise du nickel et du coup, de voies alternatives qu'il fallait commencer à trouver. Bon, on voit clairement que c'est d'actualité, quoi, toujours.
Est-ce que donc parmi tous ces personnages, je ne sais pas exactement combien il y en avait, il y avait au moins tous les personnages que vous avez croisés pour les Voix du Caillou, il y en a un qui vous a plus marqué que d'autres. Je suppose qu'en tant que documentariste, quand on croise des gens comme ça, on se dit, lui il pourrait mériter un focus particulier, on pourrait aller plus loin avec lui. Est-ce que ça a été le cas pendant ce tournage-là ? Ouais, alors, il y en a, à la limite, il y en a plusieurs, des fois pour des raisons différentes. Le cuisinier, j'aurais aimé continuer avec lui parce que c'était quelqu'un de très, très impliqué dans les associations locales, dans le fait d'aller présenter un peu la cuisine ou de mélanger les cuisines qui viennent de tout le Pacifique pour en faire quelque chose de calédonien finalement, mais qui mélange des tas de choses. Lui, il était très intéressant parce qu'il avait une vraie, c'était pas juste un cuisinier qui pense que cuisine. Il avait vraiment une réflexion identitaire derrière, il avait une réflexion beaucoup plus large que ça. Donc c'est vrai que lui, c'était une belle rencontre. On a même continué à échanger pendant presque un an après le tournage du documentaire. Donc ouais, lui, c'était quand même quelqu'un qui m'a parlé, quoi. Et puis la jeune scientifique qui travaille sur les plantes, là, que j'ai trouvé très intéressante aussi, parce qu'elle ouvrait aussi sur un mélange entre la connaissance des plantes ancestrales et puis la façon dont on le gère dans le monde moderne. Et le pont qu'on peut faire entre les deux. Et ça, c'est déjà quelque chose que j'avais traité, mais pas en Calédonie. J'ai fait un film à Madagascar qui était sur ça. Et là, j'ai retrouvé un peu et ça m'a donné. J'aurais eu envie d'aller beaucoup plus loin et de faire un vrai film là-dessus. Ah oui, parce que finalement, c'est une idée qui vient parmi les voies de développement possibles, c'est de mettre davantage en valeur, alors c'est le terme exploiter et pas forcément le bon, mais en tout cas valoriser davantage les richesses naturelles de la Calédonie, mais pas les richesses minières, mais bien la biodiversité, toutes ces plantes sur lesquelles il y a eu assez peu de recherches, ou alors il y a des connaissances traditionnelles qui sont pas forcément connues, et de la médecine et de la science occidentale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent en Calédonie. Il y a un potentiel là-dessus dont on parle depuis longtemps, mais qu'on a encore du mal à faire émerger, hein, c'est ça ? Ah, mais c'est sûr, oui, il y a un vrai. C'est pas seulement l'utilisation de la richesse, c'est l'utilisation des connaissances locales, mais c'est mettre en place des choses qui vont pas desservir un certain pour enrichir d'autres, quoi. Et c'est l'éternel problème qu'on rencontre un peu partout dans tous les pays où il y a une forte connaissance des plantes. Il y a par-dessus la difficulté d'arriver à l'utiliser pour l'industrie pharmaceutique ou pour la pharmacopée, quoi. Sans que ça nuise à la population locale, sans que ce soit l'impression qu'on lui vole des choses. Et là, je pense qu'il y a un vrai... et donc, c'est bien parce que c'est beaucoup des jeunes scientifiques là, qui aussi arrivent avec cette double identité, c'est-à-dire en l'occurrence, elle vient du monde kanak, elle est scientifique, et puis elle va du coup à la rencontre des tribus, mais avec finalement une approche qui est peut-être un peu différente, qui est peut-être un peu nouvelle, et avec vraiment l'envie que ça profite aux tribus, quoi. Donc il y a une mise en place à faire, et il y a vraiment une richesse. Enfin, il y a 80% des plantes qui sont endémiques en Calédonie. Je pense qu'il y a encore des tonnes et des tonnes de choses à découvrir sur le pouvoir des plantes là-bas, hein. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le propos de ce film, il est résolument optimiste. Est-ce que vous avez naturellement cet état d'esprit vis-à-vis de la Calédonie? Vous êtes optimiste sur le futur? Les Calédoniens vont trouver des voies de développement, vont trouver des voies pour s'entendre aussi? Ou est-ce que c'est de la pensée positive et plus on en parle, plus ça risque d'arriver? Oui, c'est un peu un mélange des deux, je pense, hein, parce que je suis d'un naturel optimiste au sens large. Il vaut mieux parce qu'en ce moment, il vaut mieux être optimiste. Et effectivement, c'est aussi une pensée positive. C'est que effectivement, la Calédonie avance par à-coups, hein. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je la suis et où je me dis que ça va être compliqué, et puis pouf, d'un seul coup, ils trouvent des solutions, ils avancent d'un cran. Et donc, ouais, je pense que c'est un peu un mélange. C'est mon optimisme naturel, et puis je pense qu'il y a je suis persuadé quand même que la Calédonie, elle a les moyens de trouver des solutions, et ils ont des gens qui vont trouver des solutions. Et alors, donc vous l'avez dit, vous avez tourné une dizaine de films en Calédonie. Si vous deviez y retourner, alors je ne sais pas si c'est dans vos projets d'ailleurs, ça en fait partie. C'est sur quoi vous voudrez filmer? Qu'est-ce que vous voudrez C'est sur la communauté japonaise.
sur la façon dont les Japonais ont été traités pendant la Seconde Guerre mondiale en Calédonie et comment aujourd'hui ils essaient de reconstruire des ponts entre le Japon et la Calédonie à travers des familles qui se sont complètement perdues de vue. Ouais, c'est une histoire méconnue, mais qui est très ancrée. Hein. Oui, 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 qui est partie de voilà, c'est l'histoire de à la fois comment Pearl Harbor quand ils ont détruit Pearl Harbor, comment d'un seul coup les Japonais sont devenus tous des ennemis pour les Américains à la base, et ensuite du coup pour la Calédonie qui a considéré que tous les Japonais qui étaient installés sur son territoire étaient devenus d'un seul coup des ennemis. Et donc les ont mis dans des camps, ont rouvert le bagne pour les mettre dans le bagne, les ont ensuite envoyés en Australie et ont rompu les liens complètement entre les familles. Et donc, il y a une communauté aujourd'hui qui commence à retravailler sur cette mémoire. Et moi, j'avais rencontré des gens, donc j'ai écrit un film là-dessus, j'ai même eu une aide. Et en fait, c'est la pandémie, là, pour le coup, qui m'a empêché de tourner. Ah oui, d'accord. Jusqu'à... D'accord, ok. Et alors, on peut parler aussi, parce que vous avez tourné beaucoup sur la Calédonie, mais sur d'autres sujets. J'ai vu que vous avez aussi pas mal parlé de volcanologie, non ? Ça fait partie de vos attraits. Vous avez, dans des documentaires récents, vous êtes réintéressé à ce thème-là ? Oui, mon dernier film, il est sorti début d'année, début 2020, sur les volcans indonésiens. Donc, était sur la façon dont l'Indonésie gère... c'est le pays au plus grand nombre de volcans dans le monde. Ils ont 127 volcans actifs en permanence. Et donc, c'est comment un pays arrive à gérer 127 volcans simultanément avec 3 ou 4 éruptions par jour toute l'année. Voilà. Donc ça, c'était le dernier. Et puis juste avant, j'ai fait un portrait d'Haroun Taziev, qui est un grand volcanologue. Voilà. Et il se trouve que c'est le seul film qui existe depuis 40 ans sur Haroun Taziev. Donc, d'accord. C'est ça votre démarche de documentariste. Vous allez vers des thèmes qui vous passionnent et vous essayez de raconter des choses dessus, parce que finalement entre la Calédonie et Haroun Taziev, il y a un monde. Et comment vous choisissez vos sujets finalement ? C'est exactement ça, c'est par passion. Si on regarde ma liste de films, on va se demander un peu, mais on n'arrivera pas à me cerner. Parce que j'ai pas de ligne directrice, je me dis pas je vais surtout faire des films historiques ou je vais surtout faire des films sociétals ou je vais surtout faire de l'ethno ou de l'aventure je le fais en fonction de ce qui me passionne d'un coup, un sujet qui est un coup de foudre, un sujet qui me passe comme ça et puis où je me dis il y a quelque chose à faire. Et puis ensuite quand je creuse, évidemment c'est évidemment que si je vois que un film a déjà été fait sur le sujet du même genre, j'abandonne l'idée. Mais si par contre je me rends compte que c'est quelque chose à creuser et qu'il n'y a pas de film dessus, c'est évident que je vais aller beaucoup plus loin. Et après, comme souvent dans ce milieu-là, c'est quand on commence si on fait un premier film sur une thématique historique, que ça marche, on va être recontacté derrière pour refaire un film historique. Donc le danger, c'est qu'effectivement, on peut très vite se retrouver à faire 5 ou 6 films historiques à la suite parce qu'on est considéré comme le réalisateur de films historiques. Donc moi, en général, j'en fais 2. Au 3e, j'essaye de repartir sur autre chose pour pas m'enfermer dans quelque chose. Mais bon, voilà, j'ai quand même sur le lot, on va dire que j'ai fait un certain nombre de films historiques parce que l'histoire, j'aime beaucoup, surtout l'histoire humaine contemporaine. C'est comment elle change la société, comment les gens... c'est la mémoire, en fait, que j'aime beaucoup. Mais du coup, j'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup l'environnement. Donc, du coup, dès que je peux partir sur ces thématiques-là, je peux, quoi. Puis après, c'est des petits coups de foudre, donc sociétal ou choses comme ça. Mais... Et finalement, entre les volcans, la nature et les épisodes historiques comme ça, dans l'Océanie, de façon générale, il y a un terrain de jeu qui vous est très propice. Hein. Qui est énorme. Ouais. C'est pas pour rien que j'ai fait 10 films en Calédonie. Hein. C'est vraiment parce que... Et puis j'en ai fait d'autres dans le Pacifique. Hein. Je suis allé tourner à Wallis-et-Futuna, je suis allé tourner en Polynésie, justement, parce que j'ai fait un film qui s'appelle Le Bataillon des guitaristes, qui avait été primé au FIFO, qui raconte l'histoire d'un bataillon qui a mélangé des Calédoniens et des Polynésiens pour aller se battre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est un truc... c'est le seul film qui existe sur le Bataillon des guitaristes, et tous les protagonistes de mon film sont tous décédés aujourd'hui. Donc en fait, c'est la dernière mémoire de ces gens-là. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me motive complètement. Hein. C'est de me dire, voilà, quand je fais un film, soit ça reste la dernière trace d'un événement, c'est la dernière mémoire qu'on a dessus, soit c'est un film qui devient un outil. Pour des films scientifiques que j'ai pu faire, en fait, il y en a certains qui tournent comme outil pédagogique dans des écoles, des universités, celui que j'ai fait sur la justice en Nouvelle-Calédonie, il sert de formation des magistrats aujourd'hui à Paris. C'est le film qu'on leur présente quand on commence l'école de magistrature
pour leur montrer qu'il y a une réalité qui peut être différente quand on va dans le Pacifique comme juge. Et alors les voix du Caillou, justement, qu'est-ce que vous pouvez lui voir comme avenir à ce film-là? C'est un film qu'on va pouvoir montrer peut-être dans des écoles aussi, c'est possible? Ça peut être quelque chose, disons, comme c'est un résumé un petit peu d'une espèce d'instantané de la Calédonie dans un certain domaine, oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, où en un seul film, on aurait une espèce de voyage dans plein de réalités différentes. Maintenant, voilà, je ne sais jamais à l'avance ce qu'un film va donner. Il y en a certains où je suis persuadé qu'ils vont être vus partout, qu'ils vont tourner tout le temps, et puis finalement, ils s'arrêtent très vite. Et puis d'autres où, à l'inverse, je parie rien dessus, et puis finalement, c'est un film qui, 10 ans après, continue à être diffusé, quoi. Donc, voilà, je reste très humble là-dessus, mais faut d'abord que le film me passionne moi. Et je me dis après que s'il m'a passionné et si j'ai eu plaisir à le faire, il y aura plaisir à le regarder, quoi. Et alors, donc peut-être que les spectateurs du FIFO vont pouvoir avoir du plaisir à regarder votre film. Merci beaucoup, Éric Baudussel, d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Donc ces rencontres, pour rappel, sont disponibles durant toute la durée du festival sur tous les réseaux sociaux du FIFO. Mais merci encore, Éric, et je vous souhaite à tous un très bon festival.